Bonsoir à tous, je suis Serge Alain Antou, une fois de plus pour le décryptage quotidien de l'actualité. La crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun est loin de connaître son épilogue. Paul Biya, dans son traditionnel discours sur l'état de la nation le 31 décembre dernier, a semblé indiquer que la crise pourrait rentrer dans une phase où les forces de défense et de sécurité ne feront pas de cadeaux aux entrepreneurs de la guerre, comme il les désigne lui-même. Leur péché mignon reste la sourde oreille face à l'appel de Paul Biya le 6 novembre 2018 à déposer les armes. À ce langage martial, Paul Biya va lui-même opposer un discours de paix. Il rappelle d'ailleurs la mise sur pied du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, à son avis véritable porte de sortie honorable à ses ex-combattants ainsi qu'une perspective de réinsertion sociale. En même temps, Paul Biya dit vouloir poursuivre le dialogue engagé avec les personnes de bonne volonté pour un retour définitif à la paix. Discours à la nation du 31, Paul Biya veut neutraliser les sécessionnistes. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Discours à la nation du 31 décembre, Paul Biya veut neutraliser les sécessionnistes. Je suis avec, pour en parler, madame, monsieur, je suis avec Jean-Patrick Ketia. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes juriste, mais surtout membre de la société civile. Surtout membre de la société civile, effectivement. Voilà, bienvenue une fois de plus sur le plateau, c'est la deuxième fois. Merci, j'espère qu'il y aura une troisième. Voilà, sur ce plateau également, Albert Anatola ici, bonsoir. Bonsoir, c'est Alain Antou, je salue vos téléspectateurs en même temps que je leur adresse mes vœux les meilleurs pour l'année qui commence. Voilà, vous êtes journaliste, c'est bien cela? Tout à fait. Sur ce plateau aussi, maître Joseph-Claude Biliga, bonsoir. Oui, bonsoir. Je présente mes voeux de bonne année à tous vos multiples téléspectateurs et également à vous-même et à mes copanélistes. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Voilà, un autre avocat, il est sur ce plateau avec nous, Signon Barista. Il aime toujours quand j'insiste sur l'appellation. Aujourd'hui, je ne me suis pas trompé. Signon Barista, Achou Emmanuel Abor. You're welcome, sir. Thank you, Serge. Happy New Year. Oui. Happy New Year to you, televiewers. My wish is that Cameroon finally finds an end to the Anglophone crisis that has been raging for almost 3 years now, Oui. and the crippling economic situation. Ok. Voilà, je vais commencer avec vous. Je n'ai pas terminé la présentation. Vous êtes le président de Reform Party. Président national de Reform Party, oui. Voilà, vous n'avez pas participé à la dernière élection. J'étais parmi Les ceux qui inscriptions ont vu... devaient normalement commencer aujourd'hui. Si. Vous allez participer au municipal et législatif. Nous n'allons pas rater les municipales et les législatives. Est-ce que les conditions que vous avez posées pour la présidentielle, ça s'est arrangé? Je n'avais posé aucune condition, j'avais juste... Il n'y avait pas un problème de sécurité? J'avais juste vu qu'il n'y aura pas élection, mais il y aura confirmation de quelqu'un. Ok. Bon, bienvenue. Avant-hier, dans le 31 décembre, le président a dit si, il a mis un si l'appel à déposer les armes que j'ai lancé, il dit exactement ceci, aux entrepreneurs de la guerre restent sans réponse, les forces de défense et de sécurité recevront instruction de les neutraliser. Il parle des entrepreneurs de la guerre. Le président est resté dans un si, le conditionnel. Comment cette nouvelle a été accueillie? Écoutez, moi j'ai eu l'impression d'écouter un président qui venait d'ailleurs. Oui. Je n'ai pas eu l'impression que c'est le président du Cameroun qui parlait, parce que si c'est le président du Cameroun, c'est lui-même qui a déclaré cette guerre et il la suit depuis plus de 2 ans avec la même rigueur. Alors, nous voyons les conséquences de cette guerre et je ne vois pas comment il va se retourner après des échecs, quand il a demandé à la nation de contribuer pour apporter une assistance humanitaire. Nous avons dit mais ça ne va pas aller puisqu'il y a la guerre. Et évidemment, ça a échoué. Maintenant,
il a porté la commission de désarmement. On dit, mais désarmement alors que vous ne maîtrisez pas vos adversaires. Ça va aller comment? Alors maintenant, il parle comme quelqu'un qui a le bâton. Alors qu'en fait, nous savons que nous sommes dans une situation de guerre civile. Et ça ne tient pas. Il ne peut pas tenir ce genre de langage. Moi, j'ai dit, vraiment, la raison pour laquelle je pense que le président a parlé comme un étranger, c'est que sur le terrain, nous constatons qu'il y a une situation qui pouvait être favorable au gouvernement. Il y a la confusion dans les rangs des séparatistes. Mais le président pouvait profiter de ça pour dire, bon, amnistie générale, asseyons-nous, on en parle. Puisque de l'autre côté, il y a confusion. Mais non, il reste dans sa logique de guerre pour dire, oh, je vous ai donné, je vous demandez de laisser les armes. Et si quelqu'un ne veut pas laisser, je vais le mater. Et je me pose bien la question, il va mater ces gens qui lui ont tenu tête depuis plus de 2 ans. Comment? Pendant qu'il parlait, son gouverneur de la région du Nord-Ouest était en train de subir des tirs. Comme pour lui dire que, monsieur, vous parlez pour vous, nous on fait pour nous. Donc je pense que vraiment c'était un discours qui n'avait pas sa place. Il fallait qu'il soit réaliste. Que le président, mais qu'il parle, qu'il soit conséquent de ce que tout le monde voit. Qu'il ne nous tienne pas un discours déplacé. L'heure n'est pas à la guerre aujourd'hui. Demandez aux Camerounais. Très peu de Camerounais soutiennent cette histoire d'option militaire. Oui. On veut la paix. Ok. Barista, je rappelle que vous êtes parfaitement bilingue, que votre français ne souffre de rien, mais vous pouvez aussi, hein, pour nos frères qui nous regardent dans ces régions, vous exprimer de temps en temps en anglais. Il n'y a pas de problème. Hein, Barista? You're welcome. Ok, merci. Dites-moi, Maître Biliga, est-ce que... Restons sur le si. Est-ce que le président dit qu'il va faire la guerre? La phrase commence quand même par un si. S'il appelle à déposer les armes, reste sans réponse. Je me suis amusé tout à l'heure à regarder dans le dictionnaire le terme neutralisé. Oui. Et j'ai trouvé que ce terme avait deux connotations. Oui. Civile et militaire. Non, je veux dire la connotation qui nous concerne, ce qui nous concerne. Oui. J'ai lu quelque part empêcher d'agir. Oui. Maîtriser quelqu'un. Oui. Voilà. Il y a également supprimé ou amoindri considérablement l'effet de. Oui. Je crois que beaucoup de gens ont entendu dans le sens supprimer. C'est-à-dire anéantir. Oui. C'est-à-dire tuer. Moi, je voudrais, d'une manière naïve, penser que ça peut être également maîtrisé. C'est-à-dire éviter que ces personnes puissent commettre des actes, pas en les tuant, mais en les arrêtant, par exemple. Okay. Parce qu'il faut quand même noter une chose, hein, et j'aime beaucoup le dire, chaque fois qu'un pays a accepté de signer des conventions dans le cadre des Nations Unies ou ailleurs, ce pays délègue un tout petit peu, ou se délaisse un tout petit peu sa souveraineté. Donc, elle est liée par un certain nombre de choses, à travers des actes qu'il fait. Aucun pays ne peut faire ce qu'il veut comme il veut, surtout en matière de guerre. Nous avons des conventions de Genève sur la guerre, par exemple, sur des conflits, même des conflits non internationaux, c'est-à-dire dans le cadre de ceci, et qui établissent un certain nombre de règles en matière de guerre dans le cadre du droit humanitaire international, droit international humanitaire. Donc, même un président de la République ne peut pas comme ça, dire qu'on va anéantir des gens. En plus, il ne faut pas oublier qu'il y a la CPI qui est là, qui peut également, qui a un œil sur tous les conflits qui se passent. Regardez ce qui se passe en Centrafrique. En Centrafrique, il n'y avait pas réellement, en parlant, deux armées en guerre. Il y avait, comment tu appelles ça, les anti-Balaka. On a arrêté il y a 2 anti-Balaka qui sont à CPI aujourd'hui. Ça veut dire qu'en réalité, dans tous les conflits, le comportement d'un individu peut l'amener à être poursuivi ou dans le pays à être indexé dans le point de vue international. Donc moi je voudrais être naïf et positif en disant ce que le président dit. Il dit aux autres, je vous ai demandé de déposer les armes. Si vous ne déposez pas les armes, je ferai tout ce qui est à ma possibilité. En utilisant vous vous amenez à déposer les armes. Vous les amenez à vous déposer les armes pour qu'il y ait la paix et la tranquillité dans cette zone. Il ne faut pas oublier une chose. C'est la rétention de nationalité qui se passe à la CDC.
d'actualité qui porte sur le fait que ces gens, beaucoup de salariés sont en grève, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler parce que quand ils vont dans les champs, ils sont attaqués par les personnes, qu'on peut appeler sécessionnistes ou pas. J'étais à Bamenda et à Limbe au mois de novembre. Oui. J'ai vécu la guerre à Bamenda. C'est-à-dire l'état de psychose des gens. Et pas n'importe quelle personne, des avocats avec qui on discutait. Je me rappelle que je me discutais il y a un coin qu'on appelle Bamenda Boya Road. Et j'étais en train de discuter avec une maman, la mère d'un de nos confrères, qui vers 17h30 s'est mise pratiquement à nous supplier pour qu'on sorte de la ville. Elle disait, pardon mes enfants, allez-y, sortez, parce qu'il y avait un couvre-feu. Je me rappelle qu'à un niveau entre Akoum, je crois Santa. Oui. On a eu... À l'entrée de la ville de Bamenda. Oui, mais non, on était en train de sortir. On a eu la plus grosse peur de notre vie. Il était 18h, 1 ou 2 minutes. On a vu 3 enfants sortir des brousses et se diriger directement vers notre voiture. Et notre chauffeur, mon confrère qui était à côté de chauffeur, vas-y. Le chauffeur les a esquivés et la route est très mauvaise, donc vous ne pouvez même pas rouler. Et après, est-ce qu'ils étaient armés? Ils n'étaient pas armés, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vous stoppent, ils vous amènent à vous arrêter, oui. Et les gens sortent et pour venir vous kidnapper. Donc il y a un problème de guerre, de psychose là-bas. Et je pense je suis de ceux qui pensent qu'il faut tout faire pour que, nécessairement, qu'il y ait la paix dans cette région par le dialogue. C'est pour moi le problème le plus important, le dialogue. Et c'est pour cette raison que, j'avoue, je terminais par là, je n'ai pas très bien compris pourquoi on a empêché, ou on n'a pas accompagné le cardinal Toumi dans son action. On aurait bien pu l'accompagner, mettre toutes les conditions de sécurité pour que sa réunion puisse avoir lieu, et elle aurait pu être, à mon sens, bénéfique pour notre pays. Ok, on va revenir sur cette conférence. Jean-Patrick, oui. Est-ce que cette expression, quand on dit les forces de défense vont recevoir des instructions pour neutraliser, c'est la porte ouverte à une escalade de violence? En tout cas, c'est la porte ouverte à comment dire, à un peu plus de division du peuple camerounais, dans le sens où aujourd'hui, au-delà des sécessionnistes armés, au-delà de l'armée qui fait son travail en répondant à des attaques, parce qu'il y a à Bamenda, justement, comme Maître disait, il y a des enlèvements. Vous travaillez, si on sait que vous gagnez 2 millions, on va venir vous enlever votre femme et donner 500 000 de rançon. Donc c'est passé même de la guerre sécessionniste au grand banditisme. Donc aujourd'hui, il faut revenir à des fondamentaux, c'est comment protéger la vie. Et effectivement, aujourd'hui, les choses qui doivent être mises en place doivent permettre de protéger cette vie. 80% de la population camerounaise a moins de 40 ans. Donc c'est-à-dire que les sécessionnistes dont on parle, ces gens qui sont armés sont des jeunes comme moi, sont des jeunes de 20, 30, de 20, 30 ans. Et on a l'exemple nigérian qui est pas très loin, où c'est pour ça d'ailleurs que l'émir de Kano, Sanusi, était allé, a dit il faut créer de l'activité économique dans cette zone-là pour que les jeunes aient un travail, une occupation, et justement ne soient pas dans le désespoir. Et c'est ça là, c'est ça aujourd'hui. 2 ans et demi de guerre, ça a créé un désespoir dans le Cameroun, et la personne qui peut réparer ça, c'est le peuple en entier. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont le courage. Beaucoup disent que c'est le président. Mais le président est le chef de la force publique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la force publique qui va rapprocher le peuple. C'est nous-mêmes. C'est qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, en tant que Camerounais, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que quand la maman dit « sortez vite de la ville », elle a un geste citoyen de dire que non, il faut que je protège mes jeunes fils qui doivent sortir parce qu'il y a le couvre-feu. Donc en fait, au lieu d'être dans un comportement citoyen anxiogène, parce qu'aujourd'hui on est dans un comportement citoyen anxiogène, il faut être dans un comportement citoyen positif. C'est dur de parler de manière positive en ces temps-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut effectivement établir un dialogue. Je n'étais pas... J'avais, comme tout Camerounais, avec la conférence du cardinal Toumi, c'est une éminence, c'est une sommité. Donc tout ce qu'il dit, on ne peut que regarder avec un certain respect au regard de l'histoire et de la qualité qui est la sienne. Mais simplement, je remarque qu'au Cameroun, on aime beaucoup régler les choses par des grandes conférences.
des grands rassemblements. Mais les grands rassemblements, les grandes conférences n'ont jamais rien donné au Cameroun. Ce qu'il faut faire en revanche, c'est, parce que tout le monde réclame l'application de la décentralisation, c'est-à-dire la gestion locale de voir, mais tout le monde oublie que ça commence par là. Pourquoi dans nos quartiers on a réussi au fil du temps à mettre en place des comités de vigilance, vous voyez les petits barrières gardiens où chacun cotise dans chaque maison pour que on ne vienne pas braquer la nuit. Mais ça veut dire qu'il faut remettre aujourd'hui au Cameroun des comités techniques citoyens où les citoyens tous les samedis vont s'asseoir ensemble et décider dans leur rue, dans leur quartier après quartier, comment on va régler cette situation. Quand vous voyez une armée qui se déplace sur un terrain, à l'international, je ne parle même pas du Cameroun. C'est rue, on dit rue après rue, ils ont repris du terrain. Quartier après quartier, réunissons-nous. Si vous êtes à Ndokoti, moi je suis à Ndokoti, ben, il faut que j'organise un comité citoyen et dire que bon, là c'est chaud, comment peut-on régler? Pourquoi est-ce que je parle de Ndokoti? Je ne parle pas du Nord-Ouest. Parce qu'en réalité, il y a aussi cette désaffection sur des intérêts du reste du Cameroun par rapport à ce qui se passe dans les régions anglophones, et quand même un fait marquant. C'est comment est-ce que nous pouvons nous désintéresser de ce qui se passe. Donc, moi par exemple, ma mère, il parlait de Hakoum, et quand il parle de Hakoum, j'ai mal, parce que ma mère est de Hakoum. Et mon père est de Banganté. Donc, c'est-à-dire qu'il parle d'endroits où j'allais en vacances là-bas, entre Hakoum, Santa, Pining. C'était mes vacances là-bas. Aujourd'hui, j'ai un jeune cousin qui, après avoir fait avoir eu des problèmes en ville et ça, a décidé, il y a 3 ans, d'aller justement s'installer dans le compas de notre grand-père au village à Hakoum, pour élever des porcs, poulets, etc. Il a fini par craquer parce qu'il a décidé d'aller s'enfermer. Je ne sais pas si vous connaissez Hakoum, vous mettez l'eau dehors pour que ça rafraîchisse, etc. C'est hard quand même, hein. C'est pas la plus grande facilité. C'est-à-dire que la bonité, c'est quand vous montez la longue colline pour aller à l'église et voir un peu la vie. En dehors de ça, vous êtes... Ce jeune cousin a fait une tentative de suicide. Pourquoi? Parce que il est dans un désespoir. Pour X raisons qui lui sont propres, mais c'est aussi parce que la société ne protège pas. Je vous avais dit la dernière fois que je suis venu ici qu'il y a un problème de société qui ne protège pas. Aujourd'hui, il faut bâtir un dialogue sur la société qui protège et les citoyens qui s'entraident. Il faut, en fait, je comprends bien qu'il y ait des revendications politiques d'un côté, oui. Il y a une réponse politique de l'autre, qui semble pour l'instant inconciliable, mais dans toute guerre, dans tout conflit, il y a les corridors de sécurité. Il faut créer un corridor de sécurité intellectuelle pour parler de la paix. Ok. Voilà. Albert Natola ici, à suivre ce bout de phrase, c'est l'option militaire qui semble être toujours à l'ordre du jour pour ce conflit. Non, disons que... Parce qu'il dit qu'il va donner des instructions, si jamais. Non, disons que tout le monde est exaspéré, y compris vous qui êtes relativement éloigné de ces zones de conflit. Tout le monde est exaspéré. Si vous avez connu un proche, un ami qui a perdu quelqu'un de ce côté-là, je ne suis pas certain que vous allez dérouler le tapis rouge tant sur les exactions qui sont commises de ce côté-là. Je voudrais dire quoi? Mais Albert Natol, si on va donc rentrer dans le cycle de la vengeance, ça ne doit pas s'arrêter parce que... Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça doit s'arrêter à un moment, Albert. J'étais dans train de dire que lorsque vous avez donc perdu quelqu'un, vous voyez, je me mets un peu à la place des militaires, oui. En tout cas d'un élément de nos forces de sécurité ou de défense qui voit son camarade oui. Se fait décapiter comme on le voit dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous allez avoir la même attitude de désinvolture ou des raisonnements tels qu'on le perçoit, on l'entend sur certains sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas du tout. Je vous concède même que quelque part le régime en place ou le gouvernement a failli. Est-ce que l'option la plus idoine, c'était de prendre les armes pour tuer d'autres compatriotes? Parce qu'aujourd'hui, il faut déjà qu'on s'accorde sur une chose. Il y a une sorte de confusion au niveau de la perception. Cette affaire-là, il y en a qui parlent de sécessionnisme, il y en a qui parlent de guérilla, il y en a qui parlent de terrorisme. En tout cas, la même chose, en tout cas, quel que soit le bout par lequel on prend la chose, ça a les mêmes conséquences. C'est-à-dire que nous avons des civils, des hommes, des militaires
En tout cas, les familles qui perdent les leurs. Ça, c'est clair. Donc, moi, je pense que, en attendant, parce que le week-end, j'ai eu la possibilité, le privilège de parcourir, n'est-ce pas, certains les réseaux sociaux, où il m'a semblé lire un message de monsieur, je crois, Samuel Sako, qui demande à ses partisans de cesser d'enlever des individus pour leur demander des rançons, de cesser de torturer et de tuer des gens, quel que soit qu'ils appartiennent à un bord ou dans l'autre. Ça veut dire que lui-même il est conscient que même dans son humanité, il y a un dérapage. Et ça, il faut le dire. Et parce qu'il faut arrêter. Il faut, même le président de la République a dit que c'est une situation qui ne saurait perdurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a eu des sorties de pistes, comme peuvent le dire sur ce plateau ou en dehors, est-ce que ça doit perdurer? En attendant qu'on ait des interlocuteurs, en tout cas, que les personnes de bonne volonté, pour reprendre l'expression utilisée par le président de la République, en attendant que les personnes de bonne volonté puissent se manifester pour qu'il y ait un cadre de dialogue, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut abandonner nos compatriotes qui sont de l'autre côté dans la terreur et l'horreur de voir à chaque coin de rue des têtes humaines qu'on vient on jette, ou bien des corps? Je pense qu'à un moment donné, de mon point de vue, il faut que les institutions qui fonctionnent normalement, à moins qu'on me dise le contraire sur ce plateau, prennent leurs responsabilités. Parmi les 6 institutions, nous avons l'armée et les forces de sécurité. Parce que lorsque la République et les institutions sont menacées, à un moment donné, il faut que l'autorité de l'État soit rétablie. C'est vrai que ce n'est pas l'option. C'est même pour cela que lui-même, le président de la République, il est très prudent. C'est pour ça qu'il offre les portes de sortie. Il n'a pas attendu, ça date d'avant. C'est vrai qu'il a utilisé les mauvais interlocuteurs, de mon point de vue, depuis le commencement de cette crise, parce que vous ne pouvez pas envoyer des interlocuteurs que les populations ne connaissent pas. Quand ils vont chez eux le week-end, ils entrent avec leur voiture et ils referment le portail. Donc ça veut dire que ces gens-là ne sont pas reconnus par les populations. Il faut donc envoyer sur le terrain des gens qui sont représentatifs, n'est-ce pas, que les populations reconnaissent, parce qu'ils sont proches de ces gens-là. Or, le problème c'est que j'ai quand même fait quelques coulisses, n'est-ce pas, de l'organisation de All Anglophone Conference. Il m'a semblé, j'ai pu entendre que même les anglophones qui travaillent à Yaoundé, ils ne sont pas reconnus comme étant anglophones, parce que ils sont considérés comme étant les collaborateurs du régime. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que là maintenant encore, ça va se compliquer, parce que même le All Anglophone Conference, qui était peut être une porte de sortie, a encore un problème, parce que Samuel Sako estime que ça ne doit plus se tenir sur le sol camerounais, ça doit se tenir à l'extérieur, afin que la diaspora puisse participer sans être inquiétée. Alors, ça veut dire que nous sommes partis dans une sorte d'engrenage perpétuel. Alors, pour répondre de manière définitive à votre préoccupation, en attendant que les différents interlocuteurs, parce qu'il faut déjà trouver les interlocuteurs du côté d'en face, parce que le président dit qu'il va poursuivre le dialogue. Non, avec des personnes de bonne volonté. Oui, mais quelles sont ces personnes? Je pense qu'il appartient à chaque parti de choisir ses interlocuteurs. Non, quand il dit qu'il va poursuivre, ça veut dire que le dialogue a déjà commencé. Je veux dire que le dialogue a commencé. Non, avec le dialogue, ces personnes. Il me semble donc que comme il a dit lui-même, parce que moi je prends les éléments du langage, du discours présidentiel. Oui, il estime que il y a une certaine volonté de trouver des portes de sortie en instaurant le dialogue pour que cette affaire-là, pour que la paix revienne dans les 2 régions. Et il a parlé de sollicitude, ça veut dire qu'il est très préoccupé par cette situation. Donc, toutes les personnes de bonne volonté, leur expertise, leur disponibilité, n'est-ce pas, sont les bienvenues. Moi, je pense donc que l'initiative que le cardinal Christian Toumi a commencée, c'est une très bonne initiative, mais
il me semble que cette affaire a commencé sans l'assentiment ou, j'allais dire, la consultation avec le gouvernement. Il va falloir, donc, de mon point de vue, pouvoir, que les initiateurs, n'est-ce pas, de All Agro Conference puissent prendre l'angle avec le gouvernement pour que ça puisse marcher. Parce que, déjà de l'autre côté, il y a certainement tout à l'heure maître Achou, je crois, il pourra me contredire. Même de l'autre côté, c'est vrai qu'il a relevé, il y a des sons de cloche discordants. Oui, ça c'est connu. Ok. Et Barista, signor Barista, dites-moi, est-ce que le président n'est pas dans la posture de quelqu'un qui se dit, bon voilà, en août 2017, j'ai demandé l'arrêt de poursuite contre 42, Agbobala et les autres, Fontaine. En décembre 2018, c'est 289. Il y a le CNDD qui a été mis sur pied le 30 novembre 2018. Il dit, ben voilà, le 6 novembre, je demande à ces personnes de déposer les armes, mais toujours rien. Est-ce que vous comprenez qu'il ait décidé de monter d'un cran en parlant de neutralité par rapport à ce qu'il considère, lui, comme des efforts qui ne sont pas suivis des faits? Thank you, Serge Alain. Well, we thank the President for the efforts that you are underlining. He first of all set Agboola and some people free. Oui. Now he has decreed the release of 289. But I think I had the opportunity on this very channel to say the number of people in detention is something like 5,000. So when you release 289, what do you think you have done? You've done nothing. And I say also, c'est rien pour vous? no, you see, it's like a chip of the iceberg. 289 out of 5,000. It's a chip of the iceberg. Now, you see, there is something that we really have to look at. I think that the president cannot be saying one thing and the contrary of the same thing. You cannot create a disarmament committee and you tell the people, drop your weapons. Any person any fighter in the bush who drops his weapons and surrenders to the disarmament committee is forgiven. Then you turn around and say, those who committed crimes against the nation should be prosecuted. They should remain in detention. My colleague is here. I think he will tell you. The man who is a fighter in the field with his gun is more dangerous. He is a hardened criminal. These are the people who are actually killing. You say no, drop your weapons and you are pardoned. Then the man who maybe was just an intellectual author, somebody who put the plan, made the plans for the revolution, you say he is more dangerous. I think it is more logical. After saying that people should drop their weapons, you should give a general amnesty, because if you have the heart to forgive the people who are actually killing, then those who were planning are not criminals. Therefore, it means that you consider those who made the plans not criminals. So there's no need asking people to drop their weapons. Then you keep others for misdemeanors and what you call felonies in detention. Especially as we know under what circumstances most of those people were arrested. They make raffle in the quarter, pick people up. Those are the criminals. Those are the criminals. After an incident, the army comes in, whoever they see, they arrest. Those are the criminals. How many amber fighters are in detention? We all see what is happening. How many do you think are in detention? There was one who was arrested and they said this is a fighter. We all saw what they did to him. He was tortured to death. And the Minister of Defense was forced to say, no, justice has to be seen done. You see, the people who are in detention are not amber fighters. These are people who have been arrested for one reason or the other. So why do you keep detaining them when you say people who drop their weapons are pardoned? They are free to go. So I think that the government should put the interests of the nation in front. Mr. President, if you want to solve this problem, everybody is clamoring for a national dialogue, inclusive national dialogue. Okay. It should not be limited to my colleague or to journalists. No, let us all sit on the table. Okay. But I have the impression the government is not interested in that national dialogue, because they keep telling us, they keep presenting fake excuses. Who are we dialoguing with?
Oui, on va revenir Who are we dialoguing with? That's what they say. Oui. But Mais parce que là, le discours du président dit autre Oui, chose. Hein, que- quand il dit que on va la poursuivre le tournée- dialogue. Ouais. Et le dialogue partiel, ça veut dire qu'en face, il y a. Ouais, ça veut dire qu'on a trouvé, He's been on a trouvé dialoguing with des interlocuteurs, bizarrement. C'est possible. C'est possible. Qui sont-ils? C'est possible parce qu'en fait, il faut toujours faire très attention entre le discours qui se dit officiellement Oui. et ce qui se passe derrière. Parce que, savez-vous que lorsque Mandela était en prison, Oui. il était en pleine négociation. Oui, oui, bien sûr. Il était en pleine négociation. Il a négocié. Il négociait. En tout cas, les dernières années. Voilà. avant sa Donc, je veux retraite. dire qu'en tout moment, lorsqu'on veut Oui. discuter avec quelqu'un, négocier, on trouve des interlocuteurs. Moi, je crois aux vertus du dialogue. Et on a comme l'impression que nous naissons, que le Cameroun a commencé hier. Mais on est quand même de 91, là. La tripartite de novembre 91, c'est quand même hier. Ça fait pas très longtemps. Et le problème s'était posé où le Cameroun était bousculé dans ses fondements avec le vent de l'Est, avec les marches tous les jours. C'est on parle de la conférence nationale, on a trouvé une voie médiane qui était la tripartite. On a pu trouver des personnes pour s'asseoir sur une table et régler le problème du Cameroun, qui était très grave. La différence entre cette période aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a les gens qui ont pris les armes, mais à l'époque, le Cameroun était paralysé, les gens étaient descendus. Moi, je me rappelle très bien, tous les jours, il y avait les marches à Douala, et dans d'autres villes, il y avait des morts. Mais donc, ça veut dire qu'on a pu trouver des interlocuteurs. Si on veut trouver des interlocuteurs, on va les trouver. Il n'y a pas de doute. Et moi, je pense que Non, comment il vous doit- dites qu'on va? il doit- Le président il doit- dit que il le doit- dialogue c'est ça que je suis donc- Ça veut dire qu'il y a des interlocuteurs. oui, mais ça dépend de Ils comment, discutent non, déjà. ça dépend de comment est-ce que, moi j'ai suivi certaines personnes parler du dialogue en disant, oui, lorsqu'on envoie les ministres sur le terrain, c'est un dialogue. Lorsqu'on crée la commission du bilinguisme Oui. qui va rencontrer les personnes, c'est le dialogue, etc. C'est une forme de dialogue également. Mais je pense que la forme de dialogue que nous pensons, que beaucoup de personnes auxquelles font allusion, c'est un dialogue autour d'une table. Oui. Moi, je pense que c'est pas mauvais de le faire. On trouvera, il y a les interlocuteurs, il faut qu'on franchisse peut-être cette étape, parce qu'on a essayé toutes les autres étapes depuis 2 ans et demi, qui ne donnent pas forcément le résultat escompté, qu'on essaye un peu de voir dans quelle mesure on peut le faire. Il n'y aura personne, il n'y aura aucunement, dans aucun moment, il n'y aura aucunement, comment je veux dire ça, tout le monde ne sera pas tous d'accord, par exemple, pour le All Anglophone Conference, comme j'ai entendu, mais je tiens à indiquer que c'est la 3e All Anglophone Conference. Oui. Il y en a eu 2 autres. Oui. On a 94. on a eu 2 autres, c'est-à-dire que les gens l'anglophone ont pu trouver les personnes pour s'asseoir sur une table et parler de leurs problèmes. Pourquoi la 3e pose problème? Alors que les 2 précédentes n'ont pas posé de problème. Mais c'est parce qu'en réalité, moi je pense que l'État a voulu s'insérer là-dedans. Et comme ça rentre pas dans la logique, Non, vous dites aussi, à cette période, les gens n'avaient pas pris les armes. Le contexte n'est plus le même. c'est sans doute ça. Mais je veux dire que ça empêche que les gens puissent dialoguer. Parce que tout à l'heure, on semblait nous dire que non, mais les anglophones eux-mêmes ne sont pas d'accord pour... Non, même à l'époque, c'était pas tous d'accord. Mais ils ont quand même ça. Ils sont pu s'asseoir pour parler de leurs problèmes. Je voudrais dire également autre chose. C'est que, il faut noter que le président, généralement, le président de la République a, je le comprends, et c'est quand même le chef suprême des armées. Donc, il a le droit de nous protéger. Il doit se nous protéger. Et il est dans son rôle lorsqu'il dit assez, il faut qu'on neutralise ces personnes. Mais je veux dire que de l'autre côté, c'est un père. Un père doit être quelqu'un qui entend tous les sons de cloche, qui doit pouvoir ramener ses enfants, essayer de tout faire pour que, même s'il y a un enfant qui s'est perdu, qu'on le ramène pour pouvoir s'asseoir sur la même table et que ça puisse être, le problème puisse être réglé. Tout à l'heure, on parlait des Camerounais et de l'autodéfense et autres. Oui, on l'a vu, ça existe même. Boko Haram a été vaincu essentiellement parce qu'il y a eu de l'autodéfense, le comité de vigilance au niveau de l'extrême nord. Et la question qu'on s'est toujours posée, c'est de savoir pourquoi n'a-t-il pas de comité d'autodéfense ou de vigilance dans le sud-ouest et le nord-ouest? Moi, je suivais hier, ce matin, sur les réseaux sociaux, les images de ceux... Est-ce que la nature du conflit est la même? Ah bah, vous comprenez donc. Oui. C'est-à-dire que dans le sud ou le nord-ouest, on a l'impression que les populations se sentent, je le dis avec beaucoup de réserve, plus ou moins intéressées ou bien engagées ou bien concernées par les revendications qui sont posées. Voilà. Il faut intégrer ça. Donc le problème, c'est que si donc on pense que c'est les Lamba Boys qu'il faut exterminer. Moi, j'ai vu dans les forêts, c'était pas seulement Lamba, il y avait des petits enfants couchés par terre, etc. Ils sont pas tous Lamba Boys. Est-ce que ça réglera le problème? Est-ce qu'en décapitant, en tuant tous les gars qui ont pris les armes, cela réglera-t-il le problème? Est-ce que le problème de fond
que moi j'ai pu comprendre en causant avec les gens, ne va pas rester. Je dis, j'ai compris mon frère ici, je le comprends très bien, que lorsqu'un militaire voit son frère, et ça pose problème. Décapité, ça pose problème. Mais les militaires, eux, à la différence des Lambaye Boys ou autres, sont formés pour ça. Ils sont formés pour effectivement surmonter cela. Si, ils sont face à vous me laissez parler. Oui, je dis, ils sont formés pour ne pas faire la loi du talion. Pourquoi? C'est pour cette raison que lorsque, même si la personne a tué son frère et qu'il sort avec un tableau blanc, il n'a plus le droit de le tuer. Il doit le désarmer. Et s'il l'arrête, il doit le mettre en prison ou le comité, la Croix-Rouge, etc. peut venir vérifier. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas là pour réagir comme une bête qui réagit parce qu'on a tué son frère. C'est ce que je suis en train de dire. Cette maîtrise-là, l'armée est formée pour ça. Le droit international humanitaire a été... Moi, j'ai eu l'occasion ici, dans le cadre du barreau, de donner des cours au niveau de la formation dans cette matière pour les gardiens de prison et autres, les gendarmes et autres, comment est-ce qu'on traite les gens contre la torture, etc. C'est des choses qu'on fait. C'est pas une histoire de théorie, c'est la pratique. Donc je dis que pour moi, nous devons... et il faut terminer en disant que même ces abandonnés ne sont pas exempts de poursuites. Pas même au niveau international. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils pensent que parce qu'ils font... Tu viens de citer le cas de Dante Baraka, qu'ils sachent que s'ils font des actions et qu'on les arrête, on peut également les envoyer. Dans le cas où le Cameroun, je ne suis pas sûr qu'ils ont déjà signé le traité de Rome. Ils n'ont pas fait. Mais dans le cas où le Cameroun l'avait fait, par exemple, ces personnes pourraient être poursuivies devant la CPI. Ok. Jean-Patrick Ketia, vous voulez à tout prix dire un mot? Non, mais je pense qu'on oublie un peu l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pourquoi est-ce que il y a des gens qui acceptent de quitter femmes, enfants, prendre des armes et aller vivre comme entre guillemets des bêtes sauvages et tout perdre, en tout cas tout abandonner. Pourquoi est-ce qu'il y a certains qui décident de quitter et de rejoindre, en fait, de refaire leur vie dans les forêts? Pourquoi est-ce que vous avez d'un côté des militaires qui sont des jeunes Camerounais, plus jeunes que moi j'ai 36, donc la plupart sont plus jeunes que moi, effectivement bien formés, mais restent d'abord des humains. Pourquoi tous ces gens-là, en fait, se retrouvent dans un conflit où vous voyez que personne n'y gagne? Quand on discute avec certains jeunes qui reviennent du front, notamment ceux qui sont revenus du front du Grand Nord, qui ont lutté contre Boko Haram, c'est un drame total. Ces gens-là vivent un drame total. C'est-à-dire que on ne peut pas être formé à voir son frère déchiqueté. Je ne dis pas que la réaction... Mais ils sont traumatisés à vie. Non, mais il y a un traumatisme, mais ça se voit dans toutes les armées. C'est pas... On a vu dans toutes les États-Unis. On en parlait, il y a des prises en charge psychologiques mises sur ça. Parce que ce qu'on oublie dans les effets de la guerre, c'est que on parlait des comités de vigilance au Grand Nord. Mais ces gars-là vont devenir quoi après? Ces gars-là ont appris à partir de leur village et aller attaquer Boko Haram dans leur camp. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui étaient à la base dans les champs en train de cultiver. Donc vous avez Boko Haram qui va laisser une partie du Cameroun traumatisée parce qu'on nous a protégés de l'horreur de Boko Haram pendant des mois. Et cette horreur-là, en fait, on la connaît aujourd'hui avec les combats dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais qui n'a pas vu les images des combats dans le nord-ouest et le sud-ouest qui sont horribles? Tout le monde les a vus. Qu'on soit RDPC, MRC, quel que soit le parti, on est d'abord des Camerounais, on est des humains. Ce sont nos frères et nos sœurs qui sont en train de mourir tous les jours. Quel que soit, la question n'est plus qui est le récent Boko. La question est comment est-ce qu'on fait pour que cette jeunesse camerounaise, qui est brillante, puisse se mettre au travail et construire le Cameroun. Dans le discours du président, il y a plusieurs éléments. Il dit que l'atteinte de l'émergence du Cameroun passe par les jeunes et les femmes. Il dit que ça passe par le numérique. Il dit que ça passe par une meilleure considération. Il a parlé même de la décentralisation, c'est-à-dire la sécurité. La sécurité. Oui, il a dit que la sécurité est la pierre angulaire. Ouais. Mais comment est-ce qu'on remet la sécurité? Encore une fois, ces gens qui vont se battre, quand on fait l'étude, on a fait l'étude psychologique des combattants de Boko Haram, ce sont des jeunes qui n'ont plus rien à perdre. Okay. Donc ça veut dire qu'il faut, et ça c'est peut-être un peu cynique de le considérer comme ça, il faut que ces gens-là aient quelque chose à protéger.
Ils doivent protéger la vie. Et donc, tant qu'on ne parlera pas de comment est-ce qu'on va reconstruire la vie, comment est-ce qu'on va protéger la vie, les marches dans le Nord, ça commence avec quoi les avocats? À l'époque, il y a 2 ans, les anglophones vous disaient que tu arrives dans un commissariat, tu es anglophone, tu refais ta carte d'identité parce que tu parles français et que la policière qui est au sol ne parle pas un seul mot d'anglais. Tu dis, reviens avec quelqu'un qui parle. Il y a des choses de ça. Ça a commencé par ça, dire qu'on ne peut même pas avoir droit à nos droits citoyens au minimum. Et le président a dit dans son discours, il faut que tout le monde ait accès aux mêmes droits et la même chance au Cameroun. C'est-à-dire qu'il faut commencer par les solutions calmes. C'est-à-dire que dans les commissariats, dans les lieux où on accueille le public, il faut montrer qu'il y a une volonté, même dans le fonctionnement de l'État, le fonctionnement des administrations locales, de respecter les droits de tout le monde et de les prendre avec le même respect. Le respect, l'humanité n'existe plus aujourd'hui dans notre pays. Et tant qu'on ne règle pas ça, vous allez faire des grandes conférences. Vous parlez de réunir les gens autour de la table. Mais je suis le plus jeune sur cette table, mais il me semble bien que dans nos villages, quand on réglait les problèmes, c'était pas autour de la table, c'était sous le barbot, autour du feu. Peut-être que la manière dont on gère le conflit, dire qu'on va faire une conférence en disant de table, ce n'est pas ça qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est faire comme on faisait à l'époque, c'est quand il y a un problème dans la famille, tous les membres de la famille doivent donner leur avis. Et pourquoi tout le monde a donné avis? Ça doit partir quand vous allez devant les kiosques Messa Presse, vous allez entendre les bensikineurs, les vendeuses de demande, avoir un discours sur l'état du Cameroun. On doit écouter tout ce monde-là. Moi, je suis un Dokotikan. Ce que je fais souvent, c'est que je sors. Dès qu'il y a genre demain, par exemple, je vais sortir, je vais aller au kiosque Messa Presse à côté de moi et je vais écouter. Vous avez pendant 1h30, vous pouvez avoir un discours sur la situation du Cameroun qui est extrêmement intelligent et profond. Ça veut dire quoi? Il faut mettre en place des moyens d'écouter chaque Camerounais. L'élection présidentielle a montré qu'il y a une désaffection du mode de fonctionnement traditionnel avec les partis politiques qui représentent. L'adhésion à Kaba Libri massivement dans les meetings, même si elle ne s'est pas suivie dans le vote, montre que les Camerounais veulent parler et veulent qu'on les écoute. Et ce n'est pas forcément le mode d'action. Donc on dit, comme je dit, il faut inviter les représentants des partis. Non, on les écoute plus. Aujourd'hui, les gens n'écoutent plus, ils ne sont pas sur les partis. Vos audiences à Equinox pendant l'élection présidentielle, elles étaient extraordinaires. Vous pensez que tous les gens qui regardaient des fois à 20 000, 25 000 personnes sur une intervention de Wilfried Ekangaï, pour vous penser qu'ils étaient tous encartés? Non. Il faut créer des moyens pour qu'on écoute 80% des Camerounais, c'est-à-dire la jeunesse. De toute façon, je pense que le gouvernement et le chef d'État l'a bien compris. En le disant lui-même, les jeunes et les femmes sont l'unique moteur qui va faire redémarrer ce pays. Ok, Albert Anatola ici. On va rester sur le ton martial. Ça, c'est indéniable du discours du président de vendredi dernier. Il dit que le CNDDR, il a mis sur pied, dans un esprit de concorde nationale, pour éviter un recours à des mesures extrêmes. Mais écoutez, avant le comité national de démobilisation, des armements et de réintégration, il y a eu le plan d'assistance humanitaire qui a été mis sur pied. C'est reçu par le communicant du gouvernement, mais je prends les éléments factuels de mon point de vue. Je pense qu'il s'agit là, de mon point de vue, également d'une volonté d'engager un dialogue. Mais bien avant, le plan de l'assistance humanitaire d'urgence, nous avons eu beaucoup de missions de négociation qui ont fait le tour, n'est-ce pas, des régions anglophones, c'est-à-dire du nord-ouest et du sud-ouest. Mais on dit en ce moment que ça n'a pas marché parce que Yaoundé venait avec... je venais imposer, c'est le terme qu'on a utilisé. Oui, c'est vrai qu'au départ, les acteurs qui ont été choisis pour cette tâche, non seulement n'étaient pas connus, comme il indiqué tantôt par la population, mais ils utilisaient la condescendance, pratiquement l'arrogance. Mais quelques temps après, il a été mis en mission un ancien ministre, M. Garga Manadji, qui me semble également pouvait avoir la sympathie de ces gens-là. Malheureusement, il n'a pas été écouté. Pourquoi? Parce que derrière certains l'ont dit sur d'autres plateaux, et même souvent sur ce plateau, il y a eu un agenda caché, parce qu'il y a eu de la surenchère. Ça, faut le dire. Il y a eu de la surenchère, c'est-à-dire que vous avez au départ des revendications corporatistes. Vous avez au départ des revendications corporatistes. Maintenant, ça dégénère. La preuve, c'est que Maître Hachon ne peut pas me démentir que à un moment donné, quand Maître Jackson Nyekam appelle les élections, c'est à cause de la crise anglophone, parce qu'on n'a pas senti son implication dans le cadre de cette affaire-là. Pourquoi? Parce qu'on estime que lui, en tant qu'ancien bâtonnier, il estime que non, le conflit... Il n'a pas été aux côtés de ce conflit. Non, lui, il estime que non, un avocat, ça ne fonctionne pas en marge de la loi.
il y a des canevas juridiques pour pouvoir gérer ce nombre de problèmes. Bon, lui, ils n'ont pas compris cette oreille-là, et puis ça s'est passé comme ça s'est passé lors de la dernière. Bon, c'était juste une parenthèse. Oui. Maintenant, pour revenir à les questions centrales, c'est pour dire quoi? Et c'est pour dire que je pense que la solution politique, de mon point de vue, est idoine pour une sortie des crises. Mais en attendant, vous avez derrière, qu'est-ce que les populations de Bangoren ont à voir avec cette affaire de la crise anglophone? Ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation d'escalade à l'infini. Parce que, imaginez un instant le scénario catastrophe, que les Bamoun qui sont des guerriers réagissent à cette attaque-là. Ça veut dire qu'on va aller dans une spirale pas possible. Donc moi je pense que le temps martial, pour revenir à votre préoccupation, c'est un temps normal. Et ça, le président de la République, c'est normal. Écoutez, vous n'avez pas demandé au président de la République d'utiliser vos éléments de langage. C'est une institution qui doit pouvoir fonctionner, qui doit pouvoir parler à ses compatriotes, pas peut-être dans le sens qu'ils veulent. Écoutez, lorsque un pays n'a plus ses forces de sécurité, lorsque un pays n'a plus ses forces de défense, ça veut dire que c'est un pays qui est livré aux gants. Ça veut dire que c'est un pays qui est livré aux bandes armées. Et c'est le cas actuellement au niveau dans les régions du sud et du nord-ouest. Parce que vous avez à côté des séparatistes, vous avez des bandes armées qui sont en train de commettre des forfaits qui n'ont rien à voir avec les revendications politiques. Okay. Je pense donc que de mon point de vue, il est important que le pouvoir central, c'est-à-dire le garant des institutions, c'est lui-là qui a pris la responsabilité de protéger les Camerounais, leurs biens, ainsi que l'intégrité territoriale, puisse prendre ses responsabilités. Ok. Dans ce dialogue, je crois que comme tout le monde dit, tout passe par le dialogue. En tout cas, l'amnistie d'abord. Écoutez, le dialogue inclusif. Non, le dialogue inclusif, c'est un peu plus compliqué. Comment ça? C'est un peu plus compliqué parce que, écoutez, ça veut dire qu'on doit pouvoir prendre en compte le point de vue de tout le monde. Parce qu'il faut quand même dire une chose, qu'on ne doit pas pouvoir occulter sur ce plateau. C'est vrai, nos frères anglophones sont un peu plus hardis, mais les problèmes que vivent les frères anglophones, ça se vit dans toutes les régions du Cameroun. Okay. Mais il y en a qui vont parler de marginalisation. Je suis désolé. Écoutez, je suis désolé, il y en a qui vont parler, de marginalisation, parce que c'est la mot qui revient sans cesse. Mais il y en a qui ne parlent pas non plus il y en a qui refusent de parler de l'auto-marginalisation. Parce qu'il faut aussi se le dire. Parce que quand vous auto-marginalisez, ça veut dire que vous mettez en situation de faiblesse parce que vous êtes minoritaire dans une population qui est à 80% majoritaire. Moi, je pense donc qu'il est important. Nous sommes dans un débat contradictoire. Pour ne pas être d'accord sur ce point, okay. Mais tu es ici qu'on va s'entendre. Ok, merci. Bonsoir, Cédric Noufelet. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant. Au menu ce soir, Cédric Noufelet. Nous reviendrons sur les propos du président de la République lors de son adresse à la nation camerounaise, notamment la situation sécuritaire dans les régions anglophones. La stratégie présidentielle pour résoudre cette crise a-t-elle convaincu les Camerounais, du moins la classe politique et des leaders religieux engagés dans la résolution de ce conflit? Vous suivrez l'analyse de Monseigneur Samuel Cléda, qui ne croit pas vraiment à la stratégie gouvernementale, mais aussi des leaders politiques venant des régions anglophones qui se prononcent sur la stratégie mise en œuvre par le chef de l'État afin de rétablir la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous irons également à Yaoundé, où les autorités administratives ont accordé une attention particulière aux propos du président de la République, notamment ses prescriptions sur la poursuite des chantiers relatifs à l'organisation de la CAN, même si aucun calendrier officiel n'a été évoqué à cet effet. Nous évoquerons également le discours d'un chef d'État qui a été scruté durant le 31 décembre, celui d'Ali Bongo Ondimba. Qu'a-t-il dit à ses concitoyens gabonais? Comment se porte-t-il? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et ensuite, nous reviendrons sur ce réveillon de Noël. Comment les forces de sécurité et les forces de l'ordre se sont-elles mobilisées pour assurer la sécurité durant la nuit du 31 au 1er janvier 2019?
Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, Madame, Monsieur Cédric Noufélé à la présentation du travail de la journée de toutes les équipes rédactionnelles d'Equinox Télévision, éparpillées sur l'ensemble du territoire camerounais. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Mais, dans un instant, la pause journal. Privilégier la voie du dialogue et la résolution pacifique de cette crise anglophone afin de prendre en compte les aspirations des populations, elles qui sont prises en tenaille dans cet affrontement entre des groupes armés et les forces de sécurité et de défense. C'est l'essentiel du débrief, Cédric Noufélé. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, deuxième partie, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est le temps du débrief, Madame, Monsieur. Toujours en compagnie de Jean-Patrick Ketia, Maître Joseph-Claude Biliga, Maître Agbor Emmanuel Achou et Anatole Aïssi. Je commence avec vous. On a vu Monseigneur Cléda une fois de plus. Et cette fois-ci, il essaye de faire balancer. Les responsabilités pour lui sont partagées entre le gouvernement et les sécessionnistes. Il parle de la peur. Mais écoutez... qu'on agite beaucoup plus la peur de ce côté. Oui, vous savez, nous sommes dans un conflit dans lequel tout... Vous avez... nous sommes dans un conflit asymétrique, vous le savez. Et dans un conflit asymétrique, vous n'avez pas de visage connu. Et dans un conflit asymétrique, vous avez le règne de la terreur, bien évidemment. Tout à l'heure, j'évoquais opportunément le fait que vous ayez des tortures qui finissent par des décapitations et à la fin vous vous retrouvez avec une tête humaine qui se retrouve sur le macadam. Ça veut dire qu'il va falloir, on est en train d'instaurer, n'est-ce pas, le règne de la terreur. Vous avez des enlèvements avec demande de rançon. Bien évidemment, vous avez des gens qui sont pratiquement, comme il indiquait, égorgés pour un oui ou non. Donc je pense qu'il s'agit là, n'est-ce pas, du règne de la terreur. Mais je crois que pour parler de manière particulière, le Monseigneur Samuel Cléda, il est revenu un peu sur terre parce que il semble qu'il était un peu en train d'aller au ciel dans des précédentes prises de position. Maintenant, il est Comment revenu, ça? il était en train d'aller au ciel parce que il me donne l'impression d'être un mauvais pasteur. Ça me concerne. Enfin, ce que j'ai dit n'engage que moi. Il me donne l'impression d'être un très mauvais pasteur qui prêche une chose et fait le contraire. Donc, lorsque vous êtes un homme d'église qui a la responsabilité, une responsabilité morale et spirituelle du peuple de Dieu, vous devez avoir un langage mesuré. Et il me semble que dans ces précédentes prises de position, j'avais le sentiment qu'il était en train de choisir un camp plus que l'autre camp, au lieu d'être justement cet arbitre moral, cet arbitre spirituel qui est là pour prôner la paix, l'amour, surtout, n'est-ce pas, la charité et bien évidemment la réconciliation. Je pense qu'aujourd'hui, il est revenu sur terre au regard de la réalité qui est sur le terrain. De mon point de vue, l'Église a un rôle, pas politique, parce que moi je ne suis pas d'accord que l'Église ait une responsabilité ou un rôle politique dans les problèmes politiques que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Et beaucoup, on a vu en Afrique les conférences nationales qui étaient dirigées par des hommes d'église. Non, je pense que de Souza au Bénin, Monsengo à RDC, au Zaïre. Le rôle des hommes d'église. Oui. On se dit quand même que c'est des personnes neutres. Malheureusement, qui ne sont pas du tout. Les hommes d'église profitent généralement de la tribune qui leur est offerte, c'est-à-dire l'église, pour passer des messages. Et vous savez que les plus gros scandales au monde et en Afrique, ça vient des hommes d'église, ou si vous voulez de l'église. Et je pense que l'église, si vous voulez, les hommes d'église doivent prendre du recul par rapport aux affaires politiques, parce que leur rôle c'est la pastorale. Je m'appuie sur les Saintes Écritures.
Leur rôle, ce n'est pas de mettre de l'huile sur le feu. Ce n'est pas le rôle de l'Église. Leur rôle, c'est de réconforter. Leur rôle, c'est d'intercéder. Leur rôle, c'est l'évangile. C'est ça le rôle de l'Église, c'est ça le rôle des hommes d'Église. À partir du moment où un homme d'Église qui est censé être un disciple de Jésus-Christ, un apôtre de la paix, de l'amour, qui s'investit sur le champ politique, il me semble que ce n'est plus un homme d'église. Il doit changer, il doit enlever sa soutane pour devenir un homme politique ou tout au moins un membre de la société civile. Parce que ce n'est pas le rôle des hommes d'église de se mettre des affaires politiques. Ok. Et Jean-Patrick Etia, c'est quand même, on a suivi Monseigneur Cléda, il regrette l'option militaire prise par le président de la République dans son adresse du 31 décembre. Comme tout individu, l'homme d'église peut aussi... Un homme d'église est donc avant tout homme. S'il était une divinité, on le saurait. Donc c'est un représentant de Dieu, donc c'est d'abord un homme avant tout. Et évidemment, je pense qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle on est nécessite que toutes les parties prenantes de la société, que ce soit... émettent un avis. Émettent un avis. Oui. Donc maintenant... là où je peux rejoindre mon compagnoniste, ici, c'est sur le fait que la tribune, on sait quel est l'impact de la parole d'un homme d'église sur les gens. Ça veut dire que toute parole dite au moment, en fait, de quasiment est vue comme une homélie. Oui. Et donc, du coup, quelqu'un qui ne fait pas le discernement entre la parole, la conscience sociale, politique et la parole de l'homme d'église peut effectivement prendre tout sans forcément faire preuve de discernement. Et donc c'est le problème. Or, aujourd'hui, on a besoin de personnes qui fassent preuve de discernement. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous, les médias, et je vous l'avais dit en privé peut-être, vous qui n'avez pas joué un rôle, à mon avis, assez suffisant en fin d'année lors des séances électorales, aujourd'hui, vous avez un rôle important à jouer. Equinox, qui est une chaîne regardée par tout le monde, que ce soit ceux qui vous aiment ou vous aiment pas, mais tout le monde regarde, doit prendre ses responsabilités et dire les choses. L'homme d'église doit prendre ses responsabilités et dire les choses, mais doit avoir l'honnêteté de le présenter comme son avis et non pas comme un avis impérieux qui est presque la parole divine. Ce n'est pas le cas. Tout Camerounais aujourd'hui, et c'est le message qui est envoyé quand on voit tous ceux qui ont voté pour M. Livy, c'est on ne veut pas qu'on nous impose la pensée unique, on veut pouvoir réfléchir, proposer, on veut pouvoir être dans un Cameroun où même si on a 15-16 ans, on est doué de raison, on peut vouloir proposer ce qu'on a à dire. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir à ces fondamentaux là, c'est-à-dire que toutes les forces de la nation participent. Or, quand vous écartez dans le débat social 80% de la nation, bah, les 20% ne peuvent pas avoir un discours qui va marcher. Pourquoi? Parce que les 80% exclus, ils vont dire que bon, quand vous discutez de vos choses, gardez ça pour vous. Donc aujourd'hui, il faut revenir à une chose où tout le monde prend la parole, oui. Comme les gens de la diaspora d'ailleurs. Et puis ça va permettre d'aller chercher les qualités partout. Moi, je suis un accompagnateur d'entrepreneurs ou de personnes qui veulent se déployer. Et notre travail au quotidien, c'est d'aller vers ces gens qui veulent innover pour le bien de tous. Et vous avez des exemples partout. Il y a des innovations techniques comme on connaît, mais il y a aussi un engagement social. À Paris, par exemple, de la diaspora, parce qu'on dit souvent la diaspora ne participe pas. On a une association qui s'appelle la Team Touche d'espoir pour un avenir meilleur, qui fait énormément d'actions dans beaucoup de pays africains. C'est des Camerounais qui, chaque année, se réunissent et qui en font très peu au Cameroun. Aujourd'hui, dans un Cameroun où on a besoin de gens qui s'investissent sans attendre le retour, parce que souvent beaucoup de gens, c'est 10 minutes d'investissement et c'est 40 minutes de selfie pour dire que vous voyez, on allait donner 5 000 francs ou une heure. Aujourd'hui, le Cameroun a besoin que ses filles et ses fils, avec la sagesse de nos pères et de nos grands-pères, de nos aînés, s'investissent pour pouvoir avancer vers un Cameroun qui va, en tout cas le terme c'est l'émergence dans le discours, donc on va reprendre le terme donné par le chef de l'État. Mais il y a des compétences et qualités, je disais, à mettre tout à l'heure en off, que quand on prend une ville comme dans la 5e, si on applique la décentralisation, si on prend toute cette jeunesse brillante qu'il y a à Douala 5e, je vous assure que vous n'aurez plus un trou, vous n'aurez plus de l'eau qui coule par terre, vous n'aurez plus de problème d'électricité parce que vous avez la compétence pour le faire. Donc il faut croire en la jeunesse, il faut croire, il faut écouter les gens, mais il faut donner les bons éléments. Donc pour terminer, pour chuter sur votre question par rapport à Monseigneur Cléda, encore une fois, c'est un homme d'église, je ne peux pas
juger sa parole, parce que qui suis-je pour le faire? Mais tout à fait humblement, je peux dire qu'aujourd'hui, on a besoin de gens qui nous donnent des éléments pour comprendre et processer nous-mêmes. C'est un peu de la même manière on dit où Dambisa Moyo disait il faut pas qu'on donne le pain à l'Afrique, on apprenne aux pays africains à faire le pain eux-mêmes. Aujourd'hui, il faut qu'on permette aux jeunes Camerounais, jeunes Camerounaises, d'avoir les éléments pour pouvoir décider comme ils veulent de ce qu'ils veulent au niveau politique. D'ailleurs, les élections présidentielles ont montré pour moi une vraie naissance du multipartisme. Vous avez vu des jeunes qui ne s'intéressaient pas à la politique, qui sont dehors. Mais il faut qu'on apprenne aux jeunes que tu peux être du MRC, du RDPC, de Univers, de tout parti que tu sois, avoir une conscience, mais sache pourquoi est-ce que tu vas voter pour telle ou telle chose. Okay. Et c'est ça qui est peut-être un peu négatif dans le message de Monseigneur, c'est peut-être de ne pas avoir dans son premier message dit, voilà, je vous donne des éléments. À vous, en pleine conscience, vous, mes oreilles, de décider de ce que vous voulez. Ok, Signor Barista, on sait quand même que le Monseigneur Cléda, il constate que les exactions, c'est des deux côtés. Il n'a pas fait la part belle à un camp, il condamne des deux côtés. Ça, c'est son rôle. Peut-être pourquoi Anatole a dit que... Thank you, Serge. You see, we have to be very careful when we are talking about the clerics. Oui. Archbishop Cléda is the president of the Catholic Episcopal Conference. This is a man who is extremely informed. He controls Catholics all over the country. And I think that he is not the type of person who will go to the air to say any nonsense. I will put my hands inside the fire. I'm a Muslim. I don't have any reason to support a Catholic. But this gentleman is the Pope of Cameroon. So I don't think that type of person can be treated like my colleague is doing here, because Cléda doesn't talk lightly. Before he speaks the mind of the conference. And I think when the position he has taken is well thought out. The proof, Mr. Isi just said here before, at the beginning of this program, that Samuel Sako himself said that the Amber Boys were carrying out atrocities. He himself said so. Mm-hmm. So ask them to stop. Yes, and ask them to stop. So if Cléda says it is on both sides, where is Cléda wrong? Cléda is very correct. He's very correct. He's objective. You see, this brings to mind something here, because in the beginning, my other colleague, asked the question, why don't we have self-defense groups in Northwest and Southwest? And it made me laugh, because the people you call Amber Boys are in actual fact self-defense groups. Those are the self-defense groups. And when you ask them, they tell you that they have created these groups to defend the population against the army that is burning their villages and killing people for nothing. Then their second role is to make the land ungovernable. So Cléda is very correct to say that there is a reign of terror that is going on both sides. So I think that we should instead thank this cleric for being honest and outspoken, instead of trying to condemn him, because he is not the only cleric. No, but all the others, no. When he says that he has left the role of a pastor, sir, no. He did say so. Yes, sir. He did say no. Cléda had left the role of a pastor. Non. J'ai dit simplement que justement, vous avez dit une chose qui est très claire, c'est qu'il a toute l'information possible d'avoir attrait au niveau au Cameroun. Et parce qu'il a toute l'information, il doit donner toute l'information. J'ai dit la manière... Et il a donné. Non, il a donné de manière partisane. Je n'ai pas dit ce qu'il a dit était faux. Je dis simplement qu'aujourd'hui, la même manière dont les catholiques ou ces oies ils sont concernés, tous les Camerounais doivent être concernés. Le problème de la non-considération de la crise anglophone par certains francophones, par exemple, il y a d'abord un problème d'information, parce que beaucoup d'informations
ont été donnés de manière parcellaire. Et souvent, les amis anglophones qu'on avait dit dire que non, ce qui se passe dans le Nosso, c'est les soldats qui tuent. C'est aujourd'hui qu'on a un discours de certains gens qui disent que non, qu'il y a une responsabilité qui a peut-être commencé de la part de l'armée, mais qui aujourd'hui, dans comment les populations souffrent, est partagée. Ça veut dire que si dès le départ, on a un discours où on dit, voilà la situation de manière très claire, vous êtes avocat, maître. Vous êtes avocat. Vous savez très bien que simplement en présentant d'une manière donnée des faits, on peut orienter un débat et on peut orienter une conclusion. Non, mais je n'ai pas vu Cléda orienter quoi que ce soit. Ah. C'est là, Oui, vous terminez. le problème qui est là, c'est que Cléda ne veut pas dire toute la vérité. Parce que ça serait choquant. Mais vous avez dit qu'il a toute la vérité. Non, il a toutes les informations. Il ne veut pas, oui, il a tout, mais il ne veut pas parler tout ce qu'il connaît. Il donne seulement des grandes lignes. Je vais vous donner un exemple. La question était portée sur l'option militaire. Oui. Est-ce que c'est une bonne option? Et ce monsieur dit non Oui. à la violence, non à la guerre, non à ce... Parce qu'aujourd'hui, la clé sait que au front, nous n'avons plus affaire aux Amba Boys qui utilisaient les chafous. On a affaire aux Amba Boys qui ont les AK-47. Et devant ces gens de garçons, vous parlez de quoi? Que vous allez les arrêter avec quoi? Mais ils sont aussi armés que les billes. Ils sont parfois même. Ils ont des grenades, ils ont des roquettes, tout ça. Donc, l'option militaire n'est pas bonne. Cléda a dit la vérité. Si vous voulez la guerre, on sera où? Quand ça va commencer à péter partout là? On va détruire le pays. Maître Biliga. Oui, non. Monsieur Cléda est dans son rôle. Non, moi je dis, il faut noter une chose. Les clergés sont ce qu'on appelle les personnalités morales. Oui. Donc, je veux dire les personnes. Morale. Oui. Des autorités, c'est le terme. Des autorités morales. Et ce qu'ils doivent dire doit être considéré. Mais à condition qu'on trouve quand même dans ce qu'ils disent une sorte de neutralité. Malheureusement, le clergé, je ne suis pas catholique, comme excuse, le clergé catholique, d'une manière générale, a choisi d'être dans deux camps différents. Vous verrez certains qui sont vraiment proches du pouvoir et ils le disent, et ils font à travers un certain nombre d'actes. Tout à l'heure, je suivais M. Aïssi qui parlait du rôle du clergé qui doit rester dans pastoral. Et moi, je vois régulièrement. Vous faites allusion à la guéguerre entre guillemets entre non seulement la guéguerre, mais on voit très bien. Jean-Barga et Monsieur on voit très bien des actions. Avant la présidentielle. On voit très bien des meetings de RDPC par exemple, où on voit bien le clergé qui est là. Oui. Ça pose un petit problème. De la même manière, on a vu dernièrement les membres du MRC qui sont venus au niveau de la cathédrale de Yaoundé qui ont été fait arrêter. Je dis ça pose problème. Donc, je le dis de manière neutre, hein, parce que j'estime quand même que l'armée, le clergé doit jouer son rôle de personne, de autorité morale, donc neutre. De la même manière, on voit au niveau du clergé de Douala, on a d'abord vu le Monseigneur Toumi qui était vraiment catégorié et opposant. Et j'ai comme l'impression que jusqu'à son intervention qu'on vient de suivre là, même le Monseigneur Cléda allait dans ce sens-là. On a comme l'impression que d'un côté on a un clergé très proche du pouvoir et d'autres très proches de l'opposition. L'intervention du clergé dans le champ politique a toujours existé. Vous avez d'abord si bien dit. Oui. Revenons un peu dans l'histoire d'Afrique. On a Barthélemy Boganda, qui est le père de Lubangé Chari, l'actuel central. L'Albert Hubert Foulou. L'Albert Hubert La terre négrière, c'était l'église. Voilà, Fulbert au Congo. Au Congo, à Haïti, Jean Bertrand et Aristide. Et c'est tout récemment. Donc je veux dire qu'ils ont toujours été là. Mais ce qu'on leur demande, c'est que vous avez parlé également de Mouzengo, de Souza au Bénin, et la SEMCO, qui est aujourd'hui en RD Congo, joue un rôle très important dans le processus électoral, dans le processus démocratique du Congo, dont le clergé est présent. Nous parlons des pays
francophones ou des pays où le catholicisme est présent, mais dans les pays musulmans ou islamiques, on n'en parle même pas. Ils sont pratiquement tous, ils ont même des dénominations républiques islamiques, où le clergé a un rôle important. Vous arrivez en Iran, l'ayatollah est l'autorité suprême. Le guide suprême. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous devons pouvoir profiter de l'enseignement de l'Église qui parle d'amour, de fraternité, qui parle au lieu d'un clergé qui donne l'impression qu'il prend un camp contre l'autre. C'est-à-dire qu'on bénit les certains et on voit aux gémonies les autres. Moi, c'est ce que je peux dire par rapport au clergé. Je le dis, je suis un peu embêté. Lui, il est musulman, moi, je suis protestant. Donc, les catholiques vont peut-être dire que nous, qui ne sommes pas catholiques, on ne maîtrise pas. Mais vous voyez bien que chez nous, au Cameroun, on voit très peu l'intervention des protestants, on voit très peu l'intervention des musulmans dans le champ politique aujourd'hui. La plupart du temps, c'est le clergé catholique qui donne qu'on voit très régulièrement dans le champ politique. Mais d'une manière générale, leur place, pour moi, n'est pas seulement dans les temples, dans les cathédrales. Ils peuvent rentrer dans le champ social, mais pas pour détruire, mais pour plutôt unir la population. Voilà, on va terminer avec cette question. Le président, dans son discours, dit que le CNDDR, c'est la porte honorable. Porte de sortie honorable pour les ex-combattants. Qu'est-ce que vous en pensez, cher monsieur? Non, je pense que c'est encore une mauvaise lecture, parce que ça ne peut pas être une porte honorable. Moi, j'ai dit tout à l'heure que dès lors que le président de la République prend sur lui de créer ce genre de commission, où il dit que les combattants sont pardonnés, ça veut dire que... Oui, une amnistie d'abord. Ah, oui, ça veut dire que la prochaine chose qu'il devait faire, c'est prendre une loi d'amnistie pour pardonner tout le monde. Parce que ceux-là, si les tueurs, ceux qui ont tiré pour tuer, sont pardonnés, vous voulez alors ceux qu'on a arrêtés en route là, en train de jeter les cailloux, vous les gardez pourquoi? Parce que ceux qui ont tué sont plus dangereux que tous les autres. Donc, la prochaine chose probable qu'il devait faire, c'est d'amnistier tout le monde et d'inviter ses enfants autour d'une table pour qu'on discute de la chose que lui ne veut pas discuter. Parce que, non, mais il dit que le dialogue a... Il ne veut pas discuter la forme de l'État. Mon confrère avait dit qu'il y a eu AAC 1 and 2 à Bamenda. Est-ce que vous avez vu la résolution de AAC 2? Mais ça, il s'est parlé d'agenda caché qui m'avait fait sourire parce que les résolutions de AAC 2 étaient claires. Le gouvernement ne pouvait plus dire que c'est un agenda caché puisqu'on a dit que si le gouvernement ne donne pas aux régions anglophones leur part du gâteau, cette réunion va se transformer en république. Alors, ce n'était pas caché, c'est connu. Donc, ce que nous voyons là, c'est la suite de AAC 2. Moi, je pense donc que le chef d'État n'a pas raison, n'est-ce pas, de croire que cette commission de désarmement-là, c'est la solution. Non, ça ne peut pas être la solution. C'est lui qui doit apporter la solution en décrétant l'amnistie générale et en invitant ses enfants autour d'une table pour qu'on discute de la chose qu'il ne peut pas discuter, c'est-à-dire la forme de l'État. Et cette forme de l'État, c'est la chose la plus discutée dans ce pays. Ok. Depuis Anatola ici, l'amnistie, vous êtes pour? Écoutez, ces gens-là autour, je me sens un peu mal à l'aise en tant que journaliste, parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas malheureusement évoqué sur ce plateau que je voudrais en quelques secondes évoquer, notamment les instruments juridiques, parce qu'il faut quand même se dire une chose. C'est vrai, le président de la République a le droit d'amnistier et d'élargir qu'il veut, mais il s'agit des actes politiques sévères, mais qui fragilisent l'institution qu'on appelle la justice. Et ça, il faut quand même qu'on lève cet aspect-là. Parce que il ne faut pas qu'on pense que pour régler un problème politique, on doit faire fi de la loi. C'est vrai que dans le cas qui concerne notamment le conflit armé au niveau des régions anglophones, il y a des instruments juridiques qui devraient d'abord être appliqués. Je devrais donner, n'est-ce pas, mon opinion, mon point de vue de manière froide. Moi, je l'ai dit que non.
on les aborde, les instruments, l'appareil judiciaire fait son travail et quitte à les amnistier. Parce que amnistier, ça veut dire que quelqu'un a été condamné. Parce que pour l'instant, personne n'a été condamné. C'est un. Oui, voilà. Parce que amnistie, ça veut dire que quelqu'un a été condamné et puis il y a l'amnistie générale. Donc je pense que le fait que on décapite, le fait qu'on tue, on décapite, on tue, on décapite, et après on dit vous êtes, on a des poursuites, ça donne l'impression que l'institution judiciaire est fragile. Oui, merci. Rapidement, en quelques secondes, on arrive au terme. Oui, moi je dis, non, moi je dis, la loi prévoit cela. La loi prévoit le code de justice militaire, le code de procédure pénale. Le président n'a pas été en dehors de la loi lorsqu'il a élargi tout récemment, vraiment les personnes. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Donc on peut y aller. Mais moi je dis, le président a un problème qui est quand même sérieux. Il est le chef des armées. Il a vu comment les militaires, comme tu le dis, M. Tibien, M. ici, et les gens qui sont massacrés, égorgés, etc. C'est pas aussi facile pour lui de prendre une décision parce qu'il peut mettre derrière lui, contre lui, toute l'armée. Donc moi je pense que c'est quelque chose de très délicat qu'il faut gérer de manière générale. Okay. Cette mesure de désarmement, pour moi, n'est pas mauvaise. Pourquoi pas? On parle beaucoup de guerre, de tuerie, de désarmement. Moi, je pense qu'on parle un peu plus d'humain. Il faut créer un corridor de paix. Un corridor de paix, comme dans tous les conflits, un corridor de paix pour qu'on parle de l'humain, pour que on crée les conditions. Parce qu'on dit il faut amnistier ces gens-là qu'ils sortent de prison, mais ils vont sortir pour faire quoi? Dans quel écosystème, dans quelle économie, dans quelle société? Il faut créer un corridor de paix intellectuelle, qu'on arrête un peu d'avoir un camp ou d'un autre, qu'on ait un seul camp, le camp des Camerounais, et qu'on travaille pour que la paix revienne. Voilà, merci cher monsieur pour votre expertise, merci d'être venu. Madame, monsieur, merci également de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 19h, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Tongolo.